Alors, bienvenue à la 6e activité de perfectionnement du REFAD, exercice 21-22. Merci à Patrimoine canadien et au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier. Des remerciements tout particuliers à M. Didier Paclin, professeur et titulaire de la chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur à l'Université Laval. Il a accepté de présenter la réflexion pédagogique à propos de la réalisation d'un cours en ligne ouvert et massif dans le cadre du plan d'action numérique en éducation à propos de la perspective de l'apprenant en ligne. À propos de M. Paclin, Didier Paclin conduit des études et des recherches sur la transformation des pratiques d'enseignement et d'apprentissage en contexte numérique, et ce depuis maintenant une trentaine d'années. Ses travaux portent sur l'analyse de la complexité des processus d'appropriation des dispositifs numériques pour la formation et l'apprentissage dans les contextes formels et non formels. Ses recherches abordent l'évolution des pratiques en analysant les interactions entre les paradigmes d'apprentissage, les dispositifs numériques et les espaces d'apprentissage formels, non formels et informels, développant ainsi la notion d'écosystème pédagogique. Il a réalisé plusieurs études à visée holistique sur l'évolution des attentes et des pratiques de formation et d'apprentissage des étudiants dans l'enseignement supérieur. Ces recherches longitudinales réalisées au plan national et international portent sur les impacts des politiques publiques de l'enseignement supérieur sur la transformation des pratiques pédagogiques. Expert durant 6 ans auprès du ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les questions de pédagogie et numérique, M. Paclin a contribué à l'organisation de nombreux colloques nationaux et internationaux portant sur l'enseignement supérieur à l'ère du numérique. M. Paclin est fortement engagé dans plusieurs actions de collaboration franco-québécoise. Alors donc, sans plus tarder, notre conférencier invité, M. Didier Paclin. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire. Merci à toutes et à tous. Merci, Madame la Présidente du Conseil d'administration du REFAD d'être présente. Je vais, dans les 45 minutes, dans les 50 et quelques minutes que nous avons ensemble, vous partager une approche de la conception d'un clone MOOC. Donc, comme il a été dit, dans le cadre du plan numérique québécois, l'objectif étant en fait, par les activités qui sont proposées, de soutenir le développement des capacités, des compétences et bien entendu des connaissances qui sont liées à la fois des apprenants, mais également des enseignants, des conseillers pédagogiques et des responsables institutionnels dans une perspective d'évolution, des pratiques d'enseignement et d'apprentissage dont on voit bien que, dans les mois futurs, le retour sur le temps d'avant n'est pas quelque chose, pour différentes raisons, qui peut être envisagé, quand bien même, dans certains cas, il y aurait ce souhait. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une situation dans laquelle ça va faire 2 ans que des pratiques se sont développées, à la fois chez les enseignants, à la fois chez les étudiants, chez les étudiantes, on a, me semble-t-il, à s'interroger sur où est-ce que l'on va. Donc, c'est dans cette perspective que ces 4 parcours qui sont créés dans le cadre de la réponse de cet appel à projet qui avait été lancé, lui, je veux dire, juste avant la pandémie, eh bien, ces 4 parcours, en quelque sorte, sont proposés. Je vais procéder en 2 temps. Déjà, je vais utiliser une présentation qui, je veux dire, pourra vous être partagée quand bien même elle va être enregistrée, pour resituer un certain nombre de principes qui ont été retenus dans la conception de ces parcours. Et puis ensuite de faire un peu, en quelque sorte, une navigation dans 3 des parcours rapidement en fonction du temps. Et ça nous permettra aussi, au terme du premier temps, d'avoir un premier temps d'échange en quelque sorte par rapport au questionnement que vous pourriez avoir. Donc là, je me mets en mode partage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Je ne vois plus personne là, tiens. Intéressant. Monsieur Grégoire, est-ce que vous voyez? Non, pas encore. J'attendais de voir pour vous aviser que comment ça marche pour nous? C'est la première fois que j'utilise Zoom. Non, bien sûr. Alors, voilà. Ça y est. Excusez, je n'ai pas appuyé. C'est le stress de la présentation qui fait ça. Donc, nous sommes bien là ensemble pour donc ce CLOM, ce MOOC. J'utiliserai MOOC parce que j'ai plus de facilité à le prononcer que CLOM. C'est ce CL,
je veux dire, dans ma prosodie est un petit peu difficile à prononcer. Et son nom actuel et son nom définitif est CREAD, CREAD qui signifie clé pour réussir les enseignements et les apprentissages à distance. Donc, c'est un MOOC, en fait, il y en a 4. Hein. C'est comme dans une série, comment dire, de livres, d'ouvrages où il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Avec cette caractéristique-là, c'est que quand bien même nous avons la possibilité de consulter 4 tomes, on peut lire le 4 avant le 1, tout comme le 2 peut se traiter après le 3. Sachant qu'à chaque fois, c'est comment dire, c'est une entrée singulière qui est retenue. Donc, 4 entrées, une entrée pour les apprenants, une entrée pour les enseignants, les enseignantes, une entrée pour les concepteurs, une entrée pour la gouvernance. Car très souvent, enfin moi ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque l'on a fait un peu la revue de ce qui existait, il y a très peu de choses qui ciblent vraiment les apprenants et qui ciblent aussi la gouvernance. L'objectif, je reviendrai pour le parcours pour les responsables institutionnels, pour le dire comme ça, c'est d'étayer, comment dire, par des connaissances actualisées sur où est-ce qu'on en est de la formation à distance et où est-ce qu'on peut aller, puis quelles sont les conditions pour y aller. Donc, toute une équipe, comment dire, qui a été constituée, qui mobilise principalement des collègues de l'Université Laval, mais aussi, par exemple, une collègue de l'Université de Concordia, et un projet donc qui bénéficie du soutien financier du Québec dans le cadre du plan d'action numérique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet et pour vous expliquer comment dire l'organisation. Donc, l'organisation, donc 4 parcours, on va le dire comme ça, sur des durées qui sont variables. Alors, pour les concepteurs et les enseignants et les tuteurs, nous sommes sur une période de 7 semaines et pour, comment dire, les responsables institutionnels et les apprenants, sur une période de 5 semaines, avec un taux d'effort qui est environ de 3 heures par semaine. Ceci étant, la structuration du MOOC, et vous allez voir ça tantôt, permet de faire, je veux dire, imaginons que la personne ait 3 jours devant elle, elle se dit, moi, quand j'apprends, je me mets à fond dans quelque chose, ben, elle peut bien entendu faire ses activités sur 3 jours. Tout comme dans la mesure où ce MOOC est ouvert à l'année longue, quelqu'un qui va par exemple débuter aujourd'hui ou au moment du lancement, c'est-à-dire la semaine de l'éducation, le 7 mars va débuter, va pouvoir, comment dire, revenir 3 ou 4 mois plus tard, reprendre une activité parce que quand bien même l'attestation serait délivrée suite à la réalisation des activités, eh bien, il y aura toujours la possibilité de revenir parce que ce MOOC est ouvert en permanence. Donc, il ne faut pas chercher une date de début, une date de fin. C'est vraiment quelque chose qui se donne, qui est accessible en quelque sorte à tous les jours. Accessible à tous les jours, ça suppose que, en quelque sorte, nous ayons la possibilité aussi, comment dire, de permettre aux apprenants, globalement aux participants aux activités du MOOC, eh bien, de leur permettre de les réaliser dans une certaine autonomie. Donc, 4 parcours avec des objectifs différents selon les parcours sur lesquels je vais revenir. L'idée, si vous voulez, si je fais un premier focus sur le parcours apprenant, c'est ce que je vais faire de façon à, comment dire, bien vous permettre de comprendre là où nous en sommes et aller suffisamment vite. En fait, l'idée, c'est de travailler, comment dire, d'un point de vue de l'intention et des principes pédagogiques, à donner la possibilité aux apprenants, alors apprenants que ce soit des enseignants, des concepteurs, des responsables institutionnels. Là, c'est bien sûr le parcours apprenant de l'apprenant qui vient développer ses compétences, ses connaissances, hein, élèves, étudiants, etc. Mais d'avoir une vue globale. Donc là, la vue globale du parcours apprenant, c'est une structuration en 3 blocs. Et chaque parcours est structuré en 3 blocs. Et à l'intérieur de ces blocs, il y a des thématiques. Il y a des thématiques. Ici, thématiques à la découverte de la formation à distance, comment dire, 3 thématiques. Une thématique historique, typologie, outils. Un bloc sur se connaître pour réussir qui rassemble tout un ensemble d'activités qui visent à soutenir l'étudiant, l'étudiante dans le développement de ses compétences à réussir, donc avec un ensemble d'activités sur se connaître pour réussir, un autre sur développer son autonomie, un autre sur accroître son sentiment d'efficacité personnelle. Et tous ces éléments du bloc 1 et du bloc 2 sont ensuite réinvestis dans justement la production de clés qui sont ces clés pour réussir ces apprentissages à distance ou
trois dimensions, trois focus sont faits et qui, comment dire, ont été comment dire, structurés notamment en tenant compte de tout ce qui est remonté pendant la période pandémique et par exemple en mettant, comment dire, en proposant tout un ensemble d'activités sur, par exemple, créer un environnement propice à l'apprentissage, qu'il soit physique, qu'il soit numérique. On retrouve bien entendu des problématiques qui sont très récurrentes dans, comment dire, chez les étudiants et chez les étudiantes, mais ça à quel que soit le niveau, autour de l'optimisation de la gestion du temps, enfin tout un ensemble d'éléments là, gestion du temps et du stress, et puis également toute l'importance de l'interaction qui est nécessaire pour réussir ces études tout ou partie à distance. Donc tout un ensemble de comment dire, d'activités qui sont derrière. Et on a la même chose, si vous voulez, pour le parcours enseignant. Je vais aller plus vite compte tenu du temps. Pour le parcours enseignant, on a un bloc qui est à la découverte de la formation à distance du point de vue de l'enseignant. L'idée, c'est d'aider les enseignants à situer ce qu'est la formation à distance, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de représentations, je veux dire, parfois qui peuvent relever de décennies antérieures. Donc, travailler à l'actualité de la formation à distance, à la perspective d'évolution de la formation à distance, mais aussi deux blocs qui le bloc 2 me permet d'aborder la conception et la conception des activités tout ou partie à distance dans une perspective, et c'est là où c'est important de bien voir, c'est dans une perspective non pas de maîtrise d'une méthode X, Y, Z de planification, mais dans une perspective explicite et qui organise l'ensemble des activités, cette perspective qui est de soutenir l'engagement, la persévérance et la motivation d'accomplissement des apprenants. Donc, l'intention pédagogique est là. Du côté du parcours enseignant, c'est vraiment de centrer l'approche design vers un design d'expérience pédagogique, vers la conception d'activités, bien au-delà, bien sûr, comment dire, de la transmission et en tenant compte de la diversité des modalités possibles allant du gradient de l'hybridation en passant par la comodalité, la distance synchrone et asynchrone. Et également, bien sûr, on retrouve toute cette approche-là dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il est bien beau de faire un design pédagogique, encore faut-il, comment dire, faire en sorte que ce design pédagogique rencontre en quelque sorte à la fois les attentes, les besoins des étudiants et considère aussi le contexte. Donc, dans cette partie-là, on va aborder aussi toute la question du co-design en cours d'action, c'est-à-dire comment, au fur et à mesure que se déroule la session, quels sont les éléments qui vont, en tant qu'enseignants, nous permettre de savoir si la proposition pédagogique est toujours la plus pertinente au regard de ce que nous avions prévu et comment procéder à des ajustements dans le cours d'action en tenant compte des retours, en quelque sorte, d'expérience des étudiants et des enseignantes au-delà, comment dire, des pratiques d'évaluation de fin de session, vraiment dans le cours d'action. Sur le parcours conception, donc, c'est à la fois de revenir sur, vous voyez, on a des thématiques qui sont récurrentes à la découverte de la conception, cette fois, de la formation à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça évolue? Avec quels outils? Comment, bien sûr, en tant que concepteur, puisqu'on va plus loin, je veux dire, on peut développer des compétences sur l'analyse des besoins pour la formation en ligne dans différents contextes, parce que ce MOOC, comment dire, s'adresse bien sûr à un public institutionnel, mais aussi à un public, comment dire, qui peut réaliser des actions de formation et des apprentissages dans des milieux de travail ou dans d'autres milieux d'éducation non formelle. Je reviendrai là-dessus. Puis aussi de développer un processus de conception dans une perspective d'assurance qualité. Et enfin, le parcours pour les responsables institutionnels, c'est de permettre aux responsables institutionnels qui n'ont pas de pratique et pas forcément de connaissances très élargies de ce qu'est, entre guillemets, la formation à distance, de situer toujours, de remettre, comment dire, de comprendre d'où vient la formation à distance, parce que il y a des raisons pour lesquelles elle s'est développée de telle et telle façon. Aujourd'hui, il y a d'autres raisons qui émergent, qui font qu'on va ailleurs. Donc, de comprendre ce que c'est, de comprendre d'un point de vue institutionnel les typologies, mais aussi les perspectives et qu'est-ce que ça engage au niveau institutionnel. Le bloc 2 lui est consacré à développer un projet institutionnel. Comment, en tant que responsable institutionnel, que je sois responsable d'une unité, d'une faculté ou d'un collège, d'une université, qu'est-ce que ça veut dire développer un projet institutionnel et comment aussi, au-delà de fonds spécifiques que l'on peut recevoir pour soutenir en quelque sorte un premier développement,
comment soutenir les équipes, comment soutenir les différents acteurs, comment reconnaître ce qui est fait, comment faire évoluer aussi comment dire, un certain nombre de normes et de règles de façon à comment dire, que l'investissement soit efficient et que comment dire, le développement de premières pratiques de formation à distance trouve un contexte favorable à l'essaimage. Donc, quatre parcours de ce type-là, avec à l'intérieur de chaque parcours, 3 types de cheminement. Un cheminement guidé, ça veut dire que la personne qui suit le MOOC peut faire va l'étape 1, 2, etc. de manière guidée. Un cheminement libre, ah tiens, moi ce qui m'intéresse, comment dirais-je, en tant que enseignant, c'est comment je peux soutenir des étudiants, comment je peux soutenir l'engagement des étudiants à distance. Donc là, on peut aller directement vers le bloc qui s'intéresse à ça. Si je suis apprenant, c'est mais oui, mais vraiment au niveau du temps, j'y arrive pas. Comment optimiser mon temps? En tant qu'apprenant, je vais aller directement sur ce bloc-là. Et puis, le choix qui a été fait aussi, c'est que par rapport à toutes les vidéos qui sont produites et qui sont mobilisées dans le cadre de ces 4 parcours, il y a en fait une bibliothèque qui est structurée et à partir de laquelle on peut aussi retourner aux activités ou aller aux activités pour rejoindre aussi une diversité de cheminements, de pratiques de formation que l'on peut, comment dire, rencontrer chez les différents participants potentiels à ce MOOC. L'idée, si vous voulez, de la conception pédagogique, c'est de s'appuyer sur, en fait, le principe classique de l'isomorphie, hein, c'est-à-dire qu'on a voulu, et moi, ce à quoi je tiens dans le cadre de ce MOOC, et je peux me tromper, puis vous pourrez en discuter, puis je suis très à l'aise avec ça, parce que je suis toujours prêt à m'enrichir. Et ce que je veux dire, c'est au lieu de parler de ce qu'il faut faire, essayons de mettre en œuvre également à travers le MOOC les idées qui sont développées dans ce MOOC. Alors, mettre en œuvre ces idées développées dans ce MOOC, je ne sais pas si vous voyez, là, je n'ai pas mis de curseur, mais en bas où vous avez présentation des différents types de formations, vous voyez qu'il y a des pictogrammes. En fait, on sait très bien que ceux qui participent de l'engagement dans un cours à distance, entre autres, mais pas que, mais là, on est dans le cadre du REFAD, donc c'est pour ça que je parle de formation à distance, c'est de donner des repères aux étudiants. Par exemple, le repère temporel. Dans l'ensemble des parcours, nous insistons beaucoup sur les repères temporels, c'est-à-dire de permettre aux participants au MOOC de se projeter dans le temps que les concepteurs ont estimé comme étant comment dire, nécessaire à attribuer aux réalisations d'activités, mais également de travailler, de mettre en œuvre certains principes de la conception universelle de l'apprentissage et notamment dans la diversification des médias. Par exemple, une vidéo, pour chaque vidéo, il y a bien sûr la vidéo, mais chaque vidéo est sous-titrée et chaque vidéo est, comment dire, accompagnée du texte, du discours de la personne qui fait la présentation vidéo, de façon aussi à avoir plusieurs types d'entrées par rapport au support. Donc, la structuration générale d'un parcours, c'est celle-ci. L'idée, c'est aussi de travailler en quelque sorte à quelque chose qui puisse, comment dire, dont la représentation, dont l'architecture, pardon, puisse être rapidement mémorisée. Donc, il y a 3 blocs, que j'ai mis la petite représentation à gauche. Pour chaque bloc, il y a des unités d'apprentissage. La plupart du temps, il y a 3 unités d'apprentissage par bloc, d'accord? Et comment dire, au niveau de chaque unité d'apprentissage, on a toujours cette même structuration, une structuration dans laquelle, on va le voir en détail, il y a une introduction, il y a un niveau découverte, il y a un niveau appropriation, un niveau approfondissement. Et tout ça étant complété par une boîte à outils. Pourquoi 3 niveaux? Au fond, l'inspiration, je ne cache rien, l'inspiration, c'est que j'ai eu sur cette conception-là, en fait, c'est, vous connaissez sans doute ce site qui existe depuis des années, proposé par McGill sur le cerveau, et qui en fait propose aussi ces différents niveaux d'entrée par rapport à des problématiques qui ne sont pas si simples. Et l'idée, c'était de reprendre justement cette perspective qui vise aussi à la différenciation. Si par exemple, quelqu'un connaît déjà des choses sur par exemple pour les enseignants, la formulation des objectifs au niveau découverte, bon ça va. La personne va pouvoir être intéressée par la partie approfondissement, par exemple directement. Donc, elle pourra aller directement à l'approfondissement.
3 niveaux d'apprentissage, donc découverte, appropriation, approfondissement, et une diversité d'activités qui sont à la fois des lectures, des vidéos, des balados, des mises en situation, des quiz et tout un ensemble d'activités qui sont proposées pour soutenir comment dire, les apprentissages. La structuration comment dire, de ces colonnes de ce MOOC est donc concrètement, puis c'est ce qu'on va pouvoir aller tout à l'heure regarder, c'est comment dire, c'est développé à partir donc des outils de l'Université Laval qui sont accessibles via la plateforme Brio. Et vous voyez ici en fait la concrétisation de ce que je vous ai dit depuis une dizaine de minutes, même une quinzaine de minutes, à savoir la structuration. Donc, introduction, découverte, appropriation, approfondissement. On navigue à travers des onglets. On verra la navigation tout à l'heure. Bien sûr, vous voyez, on se déplace comme ça avec une attention particulière, comme vous le voyez, pour annoncer aux apprenants la nature des activités. Ici, dans ce bloc-là, c'est une activité de lecture, de démarche réflexive, d'auto-évaluation et la durée estimée est de 20 minutes. D'accord? Et on va comme ça pouvoir se déplacer. Dans le cadre également, il y a tout un ensemble d'outils très opérationnels qui sont proposés. Par exemple, lorsque l'on parle de la motivation, que ce soit dans le parcours enseignant et a fortiori dans le parcours apprenant, on ne fait pas qu'en parler. C'est-à-dire qu'on va également permettre à l'apprenant de situer son échelle de motivation. C'est-à-dire que dans ce MOOC, il y a également tout un ensemble d'outils, mais vraiment d'outils très pragmatiques qui viennent en quelque sorte soutenir la mise en œuvre de certains concepts. C'est-à-dire quand on dit, la notion d'engagement est importante, eh bien, proposons, mobilisons le test sur l'engagement cognitif qui a été validé. Bien sûr, en référant toujours aux auteurs, évidemment. L'idée, c'est vraiment cela. Et puis, vous voyez apparaître ici quelque chose qui s'appelle le journal de bord. Le journal de bord, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que pour les 4 parcours, l'option qui a été prise, c'est de se dire, mais au fond, quand j'arrête le club, le MOOC, qu'est-ce qui me reste? C'est toujours ça, c'est comme quand on va en voyage. Quand on va en voyage, qu'est-ce qui me reste quand je vais en voyage? Mais il me reste mes souvenirs, il me reste les photos, il me reste les notes, les croquis, il me reste pas. Bref. Là, dans ce voyage de découverte des clés pour réussir les enseignements et les apprentissages à distance, l'option était, le choix plutôt, a été de dire on va proposer un journal de bord. Ce journal de bord est un journal qui va permettre aux participants de noter tout un ensemble de choses de manière structurée. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Donc, à plusieurs endroits des activités et des unités d'apprentissage, le participant est invité à compléter son journal de bord. Dans le cadre de parcours apprenant. Dans le cadre du parcours apprenant, il y a des questions, bien sûr, il y a de journal de bord à compléter et la finalité de tout ce parcours, de tout ce voyage à travers les activités qui sont proposées, c'est de permettre à l'apprenant, à l'étudiant, à l'étudiante, de formuler les 7 règles d'or qui, pour lui, seraient importantes à mettre en place dès lors où il est dans un contexte de formation tout ou partie à distance, considérant en quelque sorte la connaissance qu'il a développée, des exigences de la formation à distance, des connaissances de lui-même, des connaissances de son environnement, et pour dire, mais au fond, si je veux réussir, voilà mes 7 règles d'or. Et c'est par la formalisation, en quelque sorte, de ces 7 règles d'or plus des questionnaires que les attestations vont pouvoir être délivrées. Donc, tout un ensemble d'outils dont je parlais, je vais vite. Sur le parcours concepteur, l'entrée est un peu différente. L'entrée, de la conception du parcours concepteur s'appuie sur 4 profils, de concepteurs pédagogiques qui rejoignent aussi la diversité des situations qui sont visées dans le cadre de la réponse à l'appel à projet que nous avons fait. Et c'est pour ça que nous avons des personnes qui viennent du milieu professionnel, d'autres qui viennent de l'éducation non formelle, d'autres qui viennent bien sûr de l'éducation formelle, d'autres qui viennent plus des représentations gouvernementales. Et à partir de ces 4 personnes-là, en quelque sorte, qui portent chacune des problématiques singulières, eh bien, des activités vont être proposées.
Tout cela comment dire, est soutenu également par à la fois des productions vidéo d'enseignants, de conseillers pédagogiques, etc. Et également, nous avons, comment dire, constitué une petite bibliothèque de 23 témoignages vidéo ou audio d'étudiants et d'étudiantes, à la fois au Québec et à la fois en France, qui en fait sont mobilisés pour venir, comment dire, apporter en quelque sorte des éléments issus de la pratique étudiante dans le questionnement que l'on a, me semble-t-il, et pour alimenter le questionnement de réflexion que l'on a soit en tant qu'apprenant, soit en tant qu'enseignant, enseignante ou concepteur ou responsable institutionnel, quand on est engagé dans le développement de pratiques de formation, je veux dire, toute partie à distance. Et j'ai parlé des règles d'or tout à l'heure, et comment dire, pour obtenir au fond la certification, eh bien, pour chaque unité d'apprentissage, il y a des questionnaires et au niveau de chaque bloc d'apprentissage, là, il y a des questions dont, comment dire, les réponses données vont participer, je veux dire, à la délivrance de l'attestation ou du certificat. Et tout cela, bien sûr, étant proposé par Brice. Je vais faire une première petite pause pour savoir est-ce que, M. Grégoire, y a-t-il des questions? Pardon, le temps de mettre mon micro, de l'activer. Non, il n'y a pas de questions encore. Je vois que moi je prends des notes, mais alors on rappelle aux gens, n'hésitez pas à placer vos questions en vue de la période de questions qui suivra dans le clavardage. Mais pour le moment, il n'y a rien. Merci, M. Paquin. Parfait. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour de à quoi ressemble cet objet vraiment. Alors, un instant. Voyez-vous quelque chose? Parfait. Merci. Donc, lorsque l'on arrive sur, ça c'est donc l'interface, hein, vous voyez, il suffit d'ouvrir le site, celui-ci, pour que, là je suis de parcours apprenant. Donc en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, le journal de bord, hein, donc le journal de bord est annoncé dès le début. Ce journal de bord, lorsque je clique dessus, au fond, c'est un fichier, je veux dire, PDF qui, lui, va suivre l'étudiant tout au long de son parcours, hein. Donc, fichier dans lequel il va trouver, si vous voulez, l'ensemble on retrouve l'ensemble des blocs. Et puis, pour chaque bloc, je veux dire, il a des activités qui lui sont proposées et puis auquel il va pouvoir répondre. D'accord? Ça, c'est le principe, si vous voulez, du journal de bord. Et avec, si vous voulez, la possibilité, à partir du journal de bord, de revenir, comment dire, sur le MOOC directement, tel que je viens de le faire. L'idée, si vous voulez, c'est que même si c'est un produit externe, les liens sont faits pour qu'il n'y ait pas de perte, qu'ils soient toujours dans le même environnement. Ça, c'est un point important. Le principe également pédagogique, après, il faudrait voir tous les détails, mais je vais essayer d'aller assez rondement. Le principe pédagogique est le suivant, c'est-à-dire que pour le parcours apprenant, chaque unité d'apprentissage, c'est-à-dire que si je regarde l'ensemble de la liste des blocs que j'ai évoqués tout à l'heure, à la découverte, se connaître, les clés de la réussite, et ensuite on a la bibliothèque avec les témoignages étudiants, etc. Pour chacun de ces blocs et à l'intérieur de ces blocs, on va toujours débuter, je reviens donc là où nous étions, on va toujours débuter, si vous voulez, par une petite capsule vidéo qui va présenter la finalité de l'unité d'apprentissage qui s'appelle ici « Historique de la formation à distance ». Donc, quelque chose de court. Vous voyez, la vidéo ici, elle fait 1 minute 18, des fois, elles font 37 secondes, 59 secondes. Et puis, ensuite, on va aller dans l'activité. Donc, ici, on a un niveau découverte. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, comment dire, les objectifs sont présents, on rappelle la nature de l'activité, la durée. Puis ici, on a tout un ensemble d'activités qui vont être proposées avec les entrées vers le journal de bord qui sont mises en surlignance, etc. Donc là, on est dans une partie plus découverte, plus le niveau connaître
je veux dire, ce qu'est l'histoire de la formation à distance. On peut poursuivre ainsi, et puis on ne va pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas ça qui était important à ce stade-ci, parce qu'il faudrait le vivre. Mais l'idée, si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a toujours cette même structuration. Là, on a un type d'activité. On va avoir d'autres types d'activités. Par exemple, si je m'intéresse à se connaître en tant qu'apprenant, dans ce module se connaître en tant qu'apprenant, vous voyez, je retrouve toujours la même structuration. L'idée, c'est d'avoir une structuration qui permet de contenir en quelque sorte l'étudiant, l'apprenant, pour pas qu'il ait un réapprentissage à chaque fois pour savoir où est-ce qu'il est. Et en termes de découverte, par exemple, il y a une vidéo et tout un ensemble d'activités, vous voyez, qui sont proposées là. Et en mode appropriation, là, il va pouvoir, comment dire, réaliser des activités sur, mais au fond, comment j'apprends. Donc là, une activité sur le site d'apprentissage d'après les travaux de Kolb et consorts. Et également, l'idée, c'est à partir de cette prise de conscience de la manière dont la personne apprend, c'est de l'amener de manière réflexive à se dire, mais moi, au fond, quelle est la meilleure situation qui me permet d'apprendre, et notamment dans un contexte de formation à distance. Pourquoi je prends ce petit exemple? C'est pour partager avec vous, comment dire, la manière d'aborder les choses. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, OK, il faut faire ça, etc., mais de mettre l'apprenant en situation de prendre conscience de ce qui est, et ensuite de se dire, mais au fond, comment je pourrais améliorer ma façon d'être et ma façon de faire. Sachant que par rapport à cela, eh bien, il y a un témoignage d'une apprenante qui va venir soutenir, comment dire, cette dimension qui est liée au style d'apprentissage. Et au niveau approfondissement, eh bien, on va avoir d'autres activités qui vont être la plus des activités de lecture où il y a une ouverture, par exemple, mais très, très simple et très vulgarisée sur les neurosciences pour aussi aider à comprendre en quoi et comment notre fonctionnement cognitif aussi, je veux dire, opère, que cette connaissance-là aide à comprendre aussi des idées sur les styles d'apprentissage. De manière très, très vulgarisée. Hein. Et je rappelle que l'on vise du post-secondaire, d'où aussi le fait que ce type d'activité soit proposé. Si je regarde une autre activité, par exemple, gérer, optimiser son temps, que je regarde mon temps en même temps, je le fais à peu près presque au hasard ou quasiment, eh bien, on retrouve toujours cette même organisation. Ici, on a toujours, comment dire, la durée. Donc là, c'est l'unité d'apprentissage qui est la plus longue. Hein. La plus longue est d'1 heure, la plus courte est de 20 minutes. L'idée aussi est d'être dans un rapport temps thématique qui soit cohérent et supportable. L'idée, bon, par exemple, ici, il y a 3 objectifs en 60 minutes. Découvrir ses habitudes de son propre rythme de travail. Donc, toujours pareil, une introduction à l'image, un témoignage qui rappelle l'importance aussi de gérer son temps, mais une voix d'apprenante ici. Et puis ensuite, des activités. Par exemple, les activités ici, c'est pas dire il faut gérer son temps, mais c'est de partir de l'étudiant et dire mais allons à la découverte de vos habitudes et de votre rythme de travail. Donc, des questionnaires qui sont proposés ici, avec, comment dire, des éléments aussi qui viennent ensuite à partir des questionnaires, qui ouvrent sur des notions, et on va aborder ces notions. Ces notions qui sont la procrastination, le stress, la concentration. Donc, ces éléments sont abordés de différentes manières en allant, par exemple, les sources de procrastination. La lecture de ces 10 sources de procrastination a pour objectif d'amener l'apprenant dans son journal de bord à dire, mais au fond, quels sont les gestes que je pourrais poser pour diminuer certaines sources de procrastination. Et dans la partie, en quelque sorte, si je vais maintenant jusqu'à l'approfondissement, hein, je passe là, eh bien, on va retrouver, si vous voulez, des choses encore plus fines sur, par exemple, par rapport aux problématiques du stress, comment gérer le stress, comment gérer ses priorités, etc., etc. Je suis allé un peu vite sur la partie appropriation. La partie appropriation, quant à elle, nous permet de revenir sur des choses, de maîtriser du temps. Par exemple, ici, cette capsule vidéo va revenir sur des outils de maîtrise du temps. Par exemple, la fameuse méthode Pomodoro, mais en allant plus loin que la méthode Pomodoro, dont vous savez qu'entre des cycles de travail, il y a des temps de pause, eh bien, on propose, si vous voulez, des activités de pause. Donc, on propose également, il y a des vidéos autour de comment je fais, comment dire, une activité physique de 3 minutes
dans mon petit chez-moi, là, ou comment je me fais une petite relaxation aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement de dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais comment on vous outille pour faire les choses. Pareil pour établir des priorités, etc. etc. Donc, des éléments qui sont ici. Si je reviens à la liste des séances pour aller vite, donc un ensemble de témoignages étudiants dont je parlais tout à l'heure, d'accord, ces témoignages étudiants, où on va les retrouver ici. Je veux dire, ce sont des témoignages qui, pour la grande majorité, sont mobilisés dans les différentes activités, mais que je peux retrouver cela parce que, par exemple, je viens, un cas typique, hein, je viens d'Asie du Sud-Est. Que dit quelqu'un qui serait proche de moi par rapport à son vécu de la formation à distance? Est-ce qu'elle a des choses à me dire? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'Afrique de l'Ouest qui était connecté. Je viens d'Afrique de l'Ouest, bah tiens, peut-être que Afib, son témoignage me parlera plus que quelqu'un qui viendrait, par exemple, de l'Ouest de France, par exemple. Et comme je le disais tout à l'heure, également pour illustrer ça, c'est qu'on peut accéder par rapport à la vidéothèque pour chacun des blocs où on va retrouver les vidéos. Et chaque vidéo, si vous voulez, par exemple ici, la vidéo outil, nous n'y sommes pas allés. Mais si par exemple, moi je m'intéresse aux vidéos, je commence par les vidéos, puis c'est l'outil, je regarde la vidéo, puis en fait, je me dis, je peux aller à l'activité, mais me voici directement en lien avec la vidéo que je viens de regarder, que je peux retrouver et d'aller à ce moment-là faire les activités qui me sont proposées pour mettre en œuvre, comment dire, les connaissances, les éléments qui ont été abordés dans le cadre de la vidéo. Donc, voilà comment c'est organisé. Je veux dire, pour le parcours apprenant, il reste 8 minutes des 45 minutes. Je peux, avec plaisir, vous partager. Attendez, juste, je partage, je redépartage. OK, je vais vous repartager. Hop, c'est pas ça du tout. Un instant, ce sera pas long. Je vais faire un petit partage d'autres choses. OK. Voyez, ici, vous n'avez peut-être pas vu de différence, hein, mais au fond, la différence, elle est en haut. Ici, c'est le parcours enseignant. Vous voyez, on a toujours la même structuration avec toujours des présentations, toujours des choses. Alors, la majorité des vidéos, parce que faire des vidéos dans le contexte pandémique a été quand même relevé un petit peu d'un défi, puisque, je veux dire, il y a de tout type de vidéos sur les 4 parcours, il y a une centaine de capsules vidéo, hein. Et donc, la technologie utilisée, bon, il y a des technologies, je veux dire classiques, c'est-à-dire en studio, mais très, très peu, avec caméraman, mais la grande majorité a été produite avec la technologie du tableau transparent lumineux, autrement dit, du Lightboard. Donc, du côté des enseignants, comment dirais-je, par exemple, on retrouve à la découverte de la formation à distance, mais du point de vue de l'enseignant, c'est-à-dire par exemple, ah oui, au fond, quels sont les outils technologiques de la formation à distance? Vous remarquez que pour les enseignants également, on a toujours une estimation horaire avec un bloc qui fait ici 10 heures et avec par exemple des activités sur, ah oui, 3 pierres d'assises de la conception pédagogique. Ici, si vous voulez, il y a, donc là, on est en train de le terminer, de le peaufiner, donc c'est pour sa capsule à faire. Donc la capsule est faite, on va la vérifier. Mais on retrouve toujours la même structuration avec un petit peu plus de texte pour les enseignants par rapport aux étudiants et avec aussi, si vous voulez, par exemple, des activités toujours centrées sur la personne. Par exemple, auto-évaluer ses intentions pédagogiques, c'est-à-dire prendre conscience, par exemple, de l'importance des intentions pédagogiques, mais également d'arriver à les formuler. Donc, des activités qui sont proposées, par exemple, autour de ça. Tout comme d'autres activités qui sont proposées aussi. Puis il y en a sur la formulation des objectifs, sur la diversité des formules pédagogiques. Et l'idée, bien sûr, est de travailler à l'alignement pédagogique, mais dans une perspective pas uniquement d'alignement pédagogique, mais dans une perspective, d'inclusion et dans une perspective de soutien à l'engagement des étudiants et des étudiantes. Donc, tout un ensemble d'activités. Vous voyez ici sur le secret d'une évaluation réussie, on aborde les questions d'évaluation. Enfin, on aborde, comment dire, des thèmes qui sont connus par ailleurs et on les aborde dans cette perspective très pratique et très pragmatique
et qui vise la qualité de l'expérience à la fois de l'enseignant et de l'apprenant. Donc, je ne vais pas refaire parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt que de passer des pages sous les yeux, là. Juste pour terminer, le concepteur, vous voyez, on n'a pas l'impression d'avoir changé d'environnement. Pourtant, nous sommes dans le parcours concepteur. Plusieurs séances, mais surtout, voilà, ce que je voulais… Oh, pardon, excusez. Toujours présentation générale, OK. Je n'ai pas parlé des objectifs précis parce que ça, vous pourriez je pense que vous avez pu les deviner, les percevoir, je pourrais revenir dessus. Et voilà, les fameux 4 personnages sur lesquels je voulais revenir. Donc, où il y a ici nos 4 personnages, vous voyez, qui ont chacun une description de leur contexte. Et c'est à partir de ces contextes-là que, comment dirais-je, des activités vont être constituées. Ces activités-là, on retrouve la même structuration, la structuration en bloc, la structuration en unité, où il y a, comment dire, des activités, je veux dire, de prise de conscience de ce qu'est le contexte aujourd'hui du travail des conseillers et des concepteurs pédagogiques, et avec, si vous voulez, tout un ensemble de, comment dire, d'activités qui, à partir de témoignages, vont conduire à la réflexion, comment dire, sur sa propre expérience et sur sa propre activité, et cette réflexion qui est orientée par un questionnement qui est proposé aux participants et aux participantes du MOOC. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous en ai dit assez. Je peux vous en dire beaucoup plus, hein, mais… Écoutez, c'est pas un cours, c'est une encyclopédie. Je trouve ça vraiment intéressant en termes de la quantité de travail qu'on voit là. Moi, je suis toujours fasciné de découvrir la réflexion et la logique et la structure derrière de telles initiatives. Dans ce cas-ci, on voit une très, très bel effort, ou pas d'effort, une très belle qualité de convergence des idées, de convergence des notions vers l'action. Également, ce qui me frappe, moi, c'est l'uniformité dans la mise en page, la disposition. Alors, cette ergonomie de l'utilisation, on la retrouve, elle est structurée, elle est cohérente. Tout à fait fascinant. J'aimerais vous féliciter, vous remercier, M. Paclin. C'était vraiment, vraiment intéressant. Pour les gens qui sont avec nous, n'hésitez pas avec vos questions. On a justement fait référence à M. Delame qui est bon, ça m'échappe tout de suite, là, en Côte d'Ivoire, voilà. Il est au Côte d'Ivoire, oui. Oui, et donc, on avait une première question de M. Delame qui s'intéresse d'ailleurs beaucoup aux vidéos. Moi, j'avais envie de lui poser une question à lui parce qu'il y a un énorme effort de sa part parce que M. Delame est membre du REFAD. Une de ses questions, c'est de savoir comment est-ce qu'il est capable de développer les capacités de son institution d'enseignement pour la formation à distance. Je serais curieux peut-être de savoir si il souhaite prendre la parole, si une telle initiative, s'il perçoit que ça peut être utile à ces gens, autant les apprenants que les membres de son institution et les concepteurs pédagogiques. Moi, je trouve que c'est un outil fantastique. Donc, la première question de M. Delame, c'est est-ce que les vidéos contenues dans les unités d'apprentissage font partie des fichiers téléchargeables et est-ce qu'ils sont lisibles hors connexion? Alors, tout est… comment dire? Donc, déjà pour Omer, hein, en fait, Omer, j'ai fait ce MOOC pour vous, hein, uniquement pour vous. Parce que je connais Omer. Ouais. À part cette plaisanterie-là, mais c'est vrai que dans ma perspective, c'était vraiment aussi d'être dans, comment dire, de pouvoir soutenir les collègues qui œuvrent au quotidien pour développer ces pratiques. Donc là, je n'y est pas du tout. Tout le matériel pédagogique qui a été développé et qui est mobilisé, comment dire, répond tout type de matériel, hein, que ce soit les documents, que ce soit les tests, que ce soit, etc., les vidéos, etc. Tout est accessible librement.
C'est-à-dire que par convention aussi, mais moi aussi par déontologie, je veux dire, ce que nous faisons doit être partagé si on veut que se développe une culture de la formation à distance ou tout partie à distance. Donc, la réponse est oui. Ensuite, comment dire, ce MOOC est utilisable à la fois sur ordinateur personnel, sur laptop, sur cellulaire, sur tablette. D'où son ergonomie aussi. Moi, j'ai travaillé l'ergonomie dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'avec un cellulaire, je veux dire, on a accès, parce que vous avez remarqué la taille des blocs, hein, enfin, je veux dire, pour ceux qui s'intéressent à l'ergonomie, vous remarquerez que les principes ergonomiques de base sont respectés. Par exemple, la règle des 3 niveaux. La règle des 3 niveaux, ou des 3 clics, hein, c'est-à-dire qu'entre l'intention que j'ai et le résultat que j'obtiens, il ne faut pas plus de 3 clics. Donc, partout, en fait, la règle des 3 clics est appliquée. Ça ne se voit pas, puis c'est bien que ça ne se voit pas. Mais de la même façon aussi, le choix de la police de caractère, le choix du gabarit de la page est pensé pour être utilisé aussi facilement, pour être véritablement responsive au-delà de la dimension technique de ce qu'on appelle le responsive. Oui, parfait. Écoutez, je vous présente la deuxième question de M. Delame, mais je tiens à préciser là, que la plaisanterie vient, si je ne me trompe pas, du fait que M. Delame était étudiant à l'Université Laval avant de retourner prêcher la bonne nouvelle dans son université de Côte d'Ivoire. Sa deuxième question, c'est comment est-ce qu'un utilisateur peut consulter ses résultats sur son engagement et sa performance pendant le déroulement du parcours? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un test qui est fait, qui est proposé, je veux dire, on a directement le résultat, ce qui permet de se situer hein, par rapport, comment dirais-je, à son avancée. Dans la version actuelle, je veux dire, le MOOC ne bénéficie pas, comment dire, du module appui à la réussite, pas encore, que nous avons à l'Université Laval. Mais je pense que dans les prochains mois, on va pouvoir l'activer. L'objectif aussi, si vous voulez, c'est que il y a des choses qui pourront évoluer dans le cours d'action aussi du MOOC en fonction des enquêtes que nous allons faire de manière régulière. C'est-à-dire que est associé à ça aussi, pour celles et ceux qui le souhaitent, hein, qui veulent participer aussi de la création d'une œuvre collective, de répondre, comment dire, à un questionnaire sur l'expérience utilisateur de façon à nous aider à, en quelque sorte, améliorer en cours d'action, comment dire, le MOOC. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les temps qui sont proposés, ce sont des temps qui ont été validés par des étudiants ou des participants qui ont accepté de tester les parcours. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un temps comme ça en disant « Tiens, ce matin, il fait beau, on va être généreux dans le temps », etc. Ou c'est l'hiver, le temps est plus court, donc on met moins de temps. Non, non. C'est été validé. Et puis, je veux dire, ce sont des estimations. Et comme toute estimation, bien sûr, certains prennent plus de temps, d'autres moins de temps, mais tout dépend aussi de l'investissement. En tout cas, lorsque l'on dit 15 heures, lorsque l'on dit 28 heures, etc., selon la durée des parcours, c'est vraiment pour accéder aux bases. Il y a des textes, par exemple, pour lesquels, je veux dire, qui sont dans la boîte à outils, qui ne sont pas du tout obligatoires, mais on a voulu également mettre à disposition des éléments pour aller plus loin, pour celles et ceux qui ont envie. Ce que je trouve toujours dommage, comment dire, de ne pas permettre à quelqu'un qui a le goût d'apprendre, de lui permettre d'apprendre. Bien sûr, il peut aller ailleurs, mais pourquoi ne pas lui offrir une maison dans laquelle il y a déjà pas mal de choses? Vous mentionnez cet aspect de suivi qui est vraiment, vraiment très important. Une des questions que les gens posent, c'est de savoir si le cours est ouvert et accessible en ce moment. Est-ce qu'on peut déjà s'y inscrire? Je pourrais comment dire, vous communiquer dans les toutes prochaines semaines. En tout cas, au plus tard, le 7 mars, vous aurez l'adresse. Si certaines ou certains d'entre vous souhaitent participer, entre guillemets, à l'évaluation, ça me fera plaisir de vous ouvrir, notamment sur le parcours apprenant, la possibilité d'accéder avant le 7 mars, je vais dire à charge de revanche, hein, avec mais dans une perspective collaborative, de compléter un questionnaire que nous proposons justement pour faire remonter, comment dire, les premières expériences,
Parce que en fait, c'est très bien en ergonomie que ce sont les premières expériences qui sont les plus riches, qui nous permettent de régler 80% des problèmes. Après, bon, c'est un autre sujet. Donc, voilà la réponse que je fais à cette demande. C'est très bien. Je vais essayer de m'efforcer de mettre dans le compte-rendu de la présentation d'aujourd'hui, où est-ce que les utilisateurs ou les participants, je devrais dire, recevront l'enregistrement et le fichier de présentation de M. Packlin, cette invitation de me contacter s'ils souhaitent agir comme un évaluateur de premier niveau là, avant la mise en ligne du cours. Sinon, je suis certain que les gens seront intéressés aussi à participer. Je vois qu'on commence à remercier et à quitter le commentaire de M. Lalande, qui est sur notre conseil d'administration également. Contenu de formation très pertinent et intéressant, module très bien structuré et organisé, belle ergonomie, bravo pour les rendre disponibles et accessibles à toutes et à tous en pensant aux problèmes de connectivité. Oui, vous avez effectivement mentionné l'accessibilité avec les blocs et les différentes présentations. Monsieur Packlin, est-ce que vous seriez en mesure de nous parler un tout petit peu plus? J'ai trouvé vraiment intéressant les 7 règles d'or. Hein. Qu'est-ce qu'on retire de ça? Moi, je me rends compte qu'en repensant à mon passé, je me souviens des photos. Il y a bien d'autres choses qui s'est évanouies autour des photos, mais c'est vrai. Hein? Et je trouve intéressant la perspective d'avoir opté pour le journal de bord par opposition au forum de discussion. Et si vous vouliez commenter là-dessus, je trouvais ça vraiment intéressant. Si vous voulez, mais surtout, la question, c'est en termes de l'attestation. On en a moins parlé. Alors, l'attestation, je vais évacuer cette question-là très simplement. L'attestation est délivrée dès lors où, au terme de chaque parcours, le participant, la participante a répondu à des questions et a rédigé ces 7 règles d'or. Les 7 règles d'or, comment dire, elles ne sont pas jugées. Si, par exemple, quelqu'un dit, moi, pour réussir ma formation ou un projet de formation à distance, il faut que j'aille faire, moi j'habite à Québec, le tour des plaines chaque matin, écris ça, mon gars. Si c'est ça qui t'aide à te concentrer, à être créatif, à être performant, il faut le faire. Vraiment, vraiment. Et puis, donc, 7 règles d'or, plus des questionnaires. Bien sûr, les questionnaires sont adaptés au public, ça, on s'entend. Pour ce qui est de l'attestation est obtenue, elle va être délivrée à une fois par mois. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de cohorte, hein, comme c'est ouvert, donc à chaque premier lundi du mois, toutes les personnes qui auront, satisfait aux exigences de l'obtention d'une certification, d'une attestation ou d'une certification, auront la possibilité de l'avoir. L'attestation est gratuite pour les apprenants. Elle est payante pour les 3 autres parcours. Alors, je ne sais plus si c'est 30 ou 50 $, enfin, c'est pas que l'argent ne m'intéresse pas, mais là, c'est l'un ou l'autre. Donc ça, c'est un premier élément. Pourquoi le journal de bord? Ça rejoint pour moi ce que j'évoquais tout à l'heure, le principe d'isomorphisme. On connaît l'importance de la réflexivité dans le développement de pratique. Cette réflexivité suppose de se détacher de la chose. Se détacher de la chose, ça passe aussi par le support. D'où le fait aussi, alors après je peux discuter là-dessus, mais moi ça c'est comme ça que je me sens qu'il faudrait faire, et en désolidarisant en quelque sorte le journal de bord du MOOC en tant que tel, ça permet d'avoir son objet à soi que je peux reprendre à chaque fois. Et tout en sachant que si je ne sais plus où j'ai vu les choses, à partir du journal de bord, je clique là où je pense que j'ai vu les choses. Par exemple, sur les activités, quand je donne mes réponses pour les activités, ben je clique sur le nom de l'activité, je reviens au MOOC. On est vraiment dans ce qu'on appelait à l'époque, pour les moins de 20 ans, sauf plus, mais l'approche vraiment multimédia. Ben oui, c'était ça quand même. C'est ce qui nous ramène aussi à l'autre commentaire que vous avez fait dans le journal de bord. On peut simplement cliquer dans le journal de bord pour revenir au cours. Alors, oui. À nouveau, cette belle convergence, cette belle réflexion dans l'ergonomie. Écoutez, moi, les gens continuent de nous dire merci beaucoup, un beau défi, etc. Je trouve que cette présentation est exceptionnelle. C'est fascinant de voir comment les gens réfléchissent à un produit et à une expérience comme celle-ci.
Et à tous les niveaux, je vois la profondeur de votre réflexion, M. Paclin, à vous et à votre équipe. Simplement, en terminant, l'équipe, c'est qui là, qui vous entoure? Qui ça prend pour vous aider à monter ça, sans nommer tout le monde qui est à l'Université Laval? Ça prend, si vous voulez, des personnes qui, alors je vais le dire même si c'est enregistré, qui acceptent ma folie. C'est-à-dire qui acceptent aussi que de penser les choses autrement. De penser non pas dans la reproduction de ce que l'on connaît, de ce que l'on a déjà vu, et de s'intéresser à l'autre. L'objet, mais vraiment, hein, ça peut paraître oui, un peu niaiseux quand je le dis comme ça, ou dans le monde, du monde des licornes, mais il ne s'agit pas de montrer dans un MOOC ce que l'on sait, mais l'important, c'est que de permettre à l'autre de se développer, qui est pour moi tout acte de formation. Et pourquoi aussi j'ai voulu me lancer dans cette aventure-là, et à l'époque, c'était au tout début de la COVID, dans cette perspective de contribuer, comme tant d'autres, hein, à réfléchir à quelle forme on peut mettre en place au terme de formes universitaires, de formes d'environnement numérique, etc., pour soutenir les étudiants le mieux possible, si je puis dire. Puis ce n'est pas parfait, hein, puisque moi, si vous voulez, à force de voir ces 4 parcours, bref, je pourrais faire une liste de défauts, en tout cas de points d'amélioration, mais c'est à force de trop voir les choses. Mais c'est vraiment dans cette perspective-là. Donc, à la fois, il y a 2 stagiaires qui ont travaillé parce que c'est une belle expérience pour eux. Alors, des stagiaires qui sont des stagiaires internationaux. Parce que, oui, c'était pour moi une condition de façon à avoir aussi une représentation des cultures, une conseillère pédagogique également qui est internationale, et puis un conseiller pédagogique qui, lui, est québécois de chez Québécois, moi, et puis 2 autres collègues professeurs, donc 3 collègues, Claire Pelletier, Nadia Nafi et Anne-Louise Davidson. Et sans doute une équipe technique assez robuste derrière tout Non, ça? non, Même pas. aucune. Homemade, c'est tout du fait maison. Incluant les vidéos avec le lightboard, pour ne pas Ouais, utiliser le mot en ouais, français. ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas M. Paclin, vous avez entendu, vous aurez certainement déduit à travers ces derniers commentaires qui sont très humanistes, son immense générosité et son ouverture à l'opinion de tout le monde, à la discussion, à la participation et aussi son désir de réinvestissement à tous les niveaux. On retrouve ça dans cette très, très, très belle réalisation. Il y a quelqu'un qui dit, c'est M. Delame encore, qui dit il y a un MOOC similaire intitulé J'apprends à distance, conçu par la TELUC. Oui, il nous a été présenté aussi dans nos ateliers. Alors, sur ce, M. Paclin, on va terminer cet atelier. Je vous remercie infiniment et Merci. au plaisir de vous retrouver parce que c'est sûr qu'on va continuer de vous poser, de vous demander des contributions puisque vous êtes tellement pertinent et intéressant à entendre. Merci beaucoup. Mais merci pour. Moi, j'accepte toujours les fleurs, hein, donc je les prends. Parce que je me dis toujours un jour, ça s'arrête, hein, de toute façon. Mais en tout cas, soyez assurés que moi, je serai toujours disponible pour partager. Parce que je pense que les défis qui sont devant nous, c'est ensemble qu'on va les relever. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à tous qui ont été avec nous et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.